Le 30 juin 1960, le Congo belge devenait indépendant, presque un siècle après avoir été colonisé par Léopold II, roi des Belges. Aujourd'hui, entre les artères, les statues, les plaques commémoratives, Bruxelles compte plus de 70 références à cette période. Et la société apparaît divisée. Alors faut-il s'excuser pour les erreurs ou les crimes commis au nom de la colonisation? Si oui, qu'est-ce que cela implique en termes de droit notamment? N'est-ce pas un peu facile de regretter si longtemps après? Contextualiser, oui, mais quoi et comment? On en débat une dernière fois autour du plateau de Versus. Quatre invités autour de la table. Louis Michel, ancien ministre des Affaires étrangères, bonjour. Christophe Lacroix, député fédéral socialiste. Vous siégez dans cette commission qui est en cours de création. Vérité, réconciliation, on en reparlera. Calvin Soares-Njal, bonjour. Vous êtes député bruxellois pour le parti Écolo. Et Gladys Casady, députée bruxelloise pour le CDH. Vous faites partie, Gladys Casady, de ceux qui estiment que la Belgique doit présenter des excuses. Pourquoi? Quel est finalement l'argument majeur qui fait qu'aujourd'hui, 60 ans après, la Belgique a quelque chose à faire, quelque chose à dire aux Congolais? Mais tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que à l'issue certainement des travaux, je pense qu'on aboutira aux excuses. Les excuses comme ça pour les faire, s'excuser pour s'excuser n'a pas beaucoup de sens. Ici, les excuses, c'est qu'elles doivent être sincères, éclairées et éclairantes pour l'avenir. C'est cet aspect-là qui est important de mettre en avant, à travers notamment la commission Vérité-Réconciliation qui va débuter en septembre, mais aussi, parce que les excuses et ce travail, ça ne s'arrête pas que là, c'est aussi, par exemple, à travers la construction d'une mémoire collective que l'on veut partager et assumer. Parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir déconstruire les stéréotypes et préjugés qui font que les personnes aujourd'hui se sentent pas bien à Bruxelles. Mais quand on dit déjà ce que doit être la conclusion, est-ce qu'on ne prend pas les choses un peu à l'envers? Est-ce qu'on ne biaise pas le travail, Calvin Soares? Oui, je suis tout à fait d'accord. On peut parler du titre de cette commission, mais je pense que beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre société plongent leurs racines dans l'histoire coloniale. Et donc, il est très important qu'il y ait un travail scientifique, parce que beaucoup a été fait au niveau scientifique. Mais est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est connu des politiques? Il faut éclairer le politique sur ces faits. Si je prends un exemple concret, Emile Storms, beaucoup de gens ne savaient pas. C'était un cercle d'initiés qui savaient qui c'était. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le général qui avait une statue XL, la commune annonce vouloir retirer la statue. Effectivement. Et il a participé à des massacres au Congo. Voilà. Et donc, des articles de journaux, notamment l'excellent travail de votre collègue Michel Bouffiou, ont éclairé l'opinion sur qui était Emile Storms. Et donc, ça a permis une prise de responsabilité politique. Et je pense que ce travail de fond doit être fait. Les excuses ne doivent pas se faire sans action concrète. Oui, mais vous reconnaissez que vous savez déjà à quoi vous voulez aboutir. Donc là, il y a peut-être quand même quelque chose d'un peu paradoxal, surprenant, si c'est vraiment un travail indépendant parlementaire. Mais non, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et il va y avoir une méthodologie, il va y avoir un contenu. Et donc, il faut qu'on connaisse, si je prends l'exemple de la question d'Unilever, où l'État belge avait exproprié des territoires à des Congolais dont les descendants réclament encore aujourd'hui le retour de cette ère-là. Et donc, ça, c'est peu connu du grand public. Je pense qu'il est très important. Oui, on va sans doute aboutir à une reconnaissance de responsabilité, parce que pour qui étudie l'histoire, on sait très bien que certaines choses se sont passées. Et donc, il est très important qu'on puisse éclairer les politiques et l'opinion. Je voudrais entendre quand même Christophe Lacroix, vous êtes, donc je l'ai dit, député, historien aussi. Qu'est-ce qui reste encore à élucider? Parce que, on l'a dit, il y a quand même un gros travail d'histoire qui a été fait. Alors, les parlementaires n'ont pas en main suffisamment d'éléments pour forger une opinion nationale, si je puis dire? Mais tous les parlementaires ne sont pas historiens. Et je pense, comme le collègue écolo vient de le rappeler, la population, les politiques n'ont pas la connaissance de tout le passé de la Belgique et en particulier du passé colonial. Mais on se voit là un peu la face alors peut-être. Non, je ne pense pas, mais ce qui est très important, c'est que cette commission, et nous revendiquons que ce soit une commission tout à fait spéciale, avec un travail approfondi, un travail qui est construit sur la base d'avis et d'une méthode définie par un groupe d'experts qui doit accompagner la commission pendant son cheminement vers la vérité. Vers la vérité et vers la réconciliation, ce sont deux mots importants, car c'est lutter à travers cette commission contre les préjugés, la xénophobie et le racisme sans creuser les clivages, et c'est aussi
travailler au vivre ensemble. Car je pense qu'au terme des travaux de la Commission, nous devons insister pour rappeler qu'une société en Belgique doit être multiculturelle, inclusive, ouverte sur le monde et accueillante. Louis-Michel, vous avez présenté des excuses. Autre pays, autre contexte, mais quand on préparait le débat, vous disiez attention, quand on présente des excuses, il y a aussi parfois des implications en termes de droit international. C'est un pays qui pose un acte. Oui, d'abord, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Je pense qu'effectivement, la commission spéciale, j'espère qu'elle sera spéciale d'ailleurs, la commission spéciale établira de façon sans doute incontestable, plus que probablement, tous les faits que l'on connaît par bribes et morceaux au travers des historiens. Donc je pense que ça, on ne peut pas nier les évidences. Premier élément. Deuxième élément, et donc je me réjouis, moi, qu'il y ait cette commission spéciale vérité et réconciliation. Je crois que les deux mots sont évidemment essentiels. Il faut que la vérité soit connue du peuple belge et du peuple congolais. C'est tout de même important. Il faut aussi... Rwandais, Burundais également. Pardon ? Rwandais, Qui étaient des protectorats, pas des colonies. Bien entendu. Bien entendu. Et ça, c'est important. Deux, il faut que cela serve, comme le disait M. Lacroix, que ça serve évidemment le vivre ensemble entre le Congo, entre les Congolais et les Belges, mais aussi entre toutes les personnes qui vivent toute la multiculturalité, comme vous le dites. Et moi, je pense d'ailleurs que la multiculturalité, qui est aujourd'hui instrumentalisée très souvent pour le pire, la multiculturalité est sans doute un des axes forts pour lutter contre le racisme. On parlera du racisme, mais Louis-Michel, quand le gouvernement présente, excusez-vous, le fait à la Chambre, Guy Verhofstadt le fait au Rwanda, est-ce qu'à un moment donné, on a pris les devants à l'époque ? Est-ce qu'on s'est dit, attention, on doit voir ce que ça implique en termes de droits, en termes d'éventuels dommages financiers ? Il y avait un gros litige en son temps entre le président Mobutu et le Premier ministre belge sur le financement de certaines pensions, et donc qui n'a pas été résolu. Cet aspect dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, toute la question des compensations, des réparations qui en droit international peuvent conduire évidemment à des plaintes et à des revendications même individuelles, ça c'est surtout à Durban où j'étais un acteur privilégié puisque j'étais président de l'Union européenne et donc moi qui ai mené tous ces débats là-bas, on a été très loin là-bas. C'est une conférence internationale contre le racisme et la xénophobie, l'esclavagisme et le colonialisme comme vecteur de racisme, et on a abouti à des recommandations extrêmement précises. Mais c'est là, justement, ça a été instrumentalisé et par les Français, et par les Hollandais, et par les Britanniques, la question des réparations. En fait, ce qui effrayait ces pays, ou les représentants de ces pays, c'était évidemment qu'en droit, chaque descendant de ces peuples opprimés qui ont été donc martyrisés aurait le droit, évidemment, d'aller en justice et de réclamer des compensations. Donc ça a fait, vraiment, c'était un argument autour duquel on tournait, et c'est la raison pour laquelle il a été si difficile à Durban de faire écrire dans les textes des regrets et des excuses pour le colonialisme et a fortiori pour l'esclavagisme. Peut-être, parce que le travail de réparation, pour moi, il a commencé, en fait, on ne le théorise pas, mais la question des restitutions, des objets, la question des restitutions, des objets dans les musées, la question des restitutions des restes humains, c'est déjà un travail de réparation et il faut que le gouvernement, le mène jusqu'au bout. À ça, ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque, je me tourne vers Gladys Kazadi, que parce que pour chaque descendant d'une colonie belge, chaque petit enfant, arrière-petit enfant d'esclave pourrait demander un dédommagement financier, pourquoi pas, après tout, sa vie a été fortement impactée, donc la Belgique doit puiser dans ses finances. Est-ce que c'est un risque, c'est quelque chose qu'on est prêt à assumer, ou est-ce que pour vous c'est totalement exclu, un moyen de s'en prémunir ? Est-ce qu'il y a en gros un enjeu financier aux excuses ? Après on entendra l'avis de Christophe Lacroix là-dessus, mais je voudrais entendre Gladys Kazadi. Pour moi ici, ça ne doit pas, la question de l'enjeu financier des excuses ne doit pas être l'argument prioritaire à se demander pour savoir s'il faut poser ou pas des excuses. Moi je vais vous parler de mon histoire, de moi. Donc je suis une jeune belge, une jeune députée belge d'origine congolaise. J'ai ces deux identités, j'en suis fière. Et en fait au quotidien, je les fais coexister. Au quotidien, je tente de les faire assembler. Est-ce que je voudrais pour la suite, et vous avez parlé de la réconciliation, c'est très bien, je voudrais pouvoir les réconcilier. Et comment est-ce qu'on les réconcilie ? En assumant le passé colonial, en assumant l'histoire et en faisant en sorte que les gens puissent en prendre connaissance. C'est ça qui doit être la priorité. Afin de, encore je le dis, pouvoir déconstruire les préjugés et stéréotypes qui fait que certaines personnes aujourd'hui ont des faits de discrimination et racisme qu'ils vivent au quotidien. Christophe Lacroix, il y a un risque potentiel de précédent juridique, voire de dédommagement si la Belgique présente formellement des excuses ?
Mais à partir du moment où la Commission s'engage dans un processus qui vise à présenter des excuses et où le gouvernement fédéral présente des excuses au nom du pays, il y a effectivement des questions juridiques et des questions financières qui sont liées à celles-là. Donc le spectre alors d'action concrète, c'est très important, peut être très large, mais ce qui est fondamental dans le débat, dans les débats qui vont nourrir cette commission, c'est que des experts à la fois belges, mais des experts africains, des experts internationaux, mais également des victimes ou des descendants de victimes du colonialisme au Congo, au Burundi ou au Rwanda, seront appelés à la barre et pourront venir témoigner des souffrances qu'ils ont vécues et donc attester, de par leur vécu, de ce qui s'est réellement et concrètement passé. Deuxième chose, c'est que j'ai quitté la commission... un peu précipitamment pour venir sur le plateau, je vous en remercie. Pour venir chez vous, et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. J'entendais déjà, par exemple, Vlaams Belang dire qu'il n'y avait pas de racisme en Belgique, que c'était une éventualité, et j'ai entendu dire l'ANVA qui clamait Ourbi et Torbi que les familles belges aujourd'hui ne devaient pas être responsables de ce qui s'est passé dans le passé et que donc il n'était pas question de dédommagement. Donc, alors est-ce qu'il y a un risque de rouvrir des plaies en débattant de la question? Non, ce que ça veut dire, ce qui est très important, c'est qu'il faut dépassionnaliser le débat et qu'il faut surtout travailler avec les experts, ne pas essayer de s'octroyer des médailles politiques du meilleur élève, et vraiment, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de travailler à ce processus de réconciliation. Alors, à ce sujet, il y avait dans l'excellente émission que je vous recommande d'ailleurs, Les Experts, ce samedi dernier sur BX1, l'intellectuelle, psychanalyste Sylvie Losberg qui évoquait ce processus de réconciliation, mais pas que. Écoutez ce qu'elle en disait, ça dure 24 secondes, mais ça va vous inspirer. Ce n'est pas forcément tardif, c'est la règle des 60-70 ans. Chaque traumatisme collectif, c'est 60-70 ans. Vous l'avez vu, par exemple, avec la Shoah, en Belgique, c'était 60-70 ans. Je ne dis pas que j'adhère à ça, mais c'est au fond le temps qu'il faut, juste au moment où les gens vont mourir pour raccrocher à quelque chose. C'est une règle qui apparaît historiquement et on ne sait pas très bien pourquoi. Calvin Sorès, vous avez remarqué, vous, que par rapport au début de vos années de militant, c'est plus facile aujourd'hui, le terrain est mûr pour avoir une réflexion sur la période coloniale, peut-être plus qu'il y a 5 ans, 10 ans? Oui, il y a des cycles historiques, c'est vrai. Néanmoins, c'est vrai aussi que le travail de terrain des associations, le travail de certains politiques qui ont pris conscience très tôt de ces questions, ont amené à une accélération de l'histoire et à une accélération des faits. Parce que quand moi j'ai commencé à militer, je me rappelle que quand je parlais de contextualisation de l'espace public, on me disait que j'étais un extrémiste. Ça s'est arrêté en 2018, à Mons, lorsqu'il y a un vote à l'unanimité au conseil communal pour contextualiser une plaque coloniale. La question... Mais est-ce qu'on peut contextualiser, par exemple, le boulevard Général Jacques, qui est Jacques de Dixmude, incontestablement un héros de l'armée belge, qui bloque les Allemands en 1914 les armées prussiennes au moment de l'invasion, mais qui fut aussi cité dans des rapports sur l'exploitation humaine au Congo. Est-ce qu'on peut à un moment donné recontextualiser ça? Comment ? Dans la proposition de résolution que nous avons déposée au Parlement, nous avons donc la majorité, proposition qui a été initiée par les écologistes, nous avons proposé qu'il y ait une pluralité des mémoires, c'est-à-dire qu'on érige dans l'espace public des œuvres en hommage aux résistantes et aux résistants de la colonisation, de l'esclavage aussi, avec un axe fort sur les femmes, puisque notre espace public est fort patriarcal. Et donc, pour moi... Fort patriarcal, oui, fort patriarcal. Il y a à Bruxelles un peu plus de 6% de noms de femmes dans l'espace public. Pour moi, c'est inacceptable. Il faut avancer sur cette question. Néanmoins, j'estime qu'il faut aussi donner la place aux artistes. Ça, c'est très important. Donner la place aux artistes, pourquoi? Parce que ces œuvres ont été faites par des artistes à l'époque sur des choix politiques. Il faut le dire. On commandait une statue. Effectivement. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, on doit faire preuve d'originalité. Moi, je ne pense pas qu'il faille tout raser. Parce qu'en tant que guide, j'ai été guide autour du patrimoine colonial et enseignant. L'espace public est un outil qui peut être utile
transformation et au changement des mentalités. J'en suis convaincu. On réentendra les deux wallons dans un instant, mais je me tourne encore vers l'autre bruxelloise, Gladys Castaldi. On a parlé du boulevard Général Jacques, on cite souvent le cinquantenaire. Est-ce que il y a certains monuments qui vous heurtent particulièrement comme belge d'origine congolaise? Donc vous dites, mais ça n'a pas sa place aujourd'hui dans ma ville en 2020. De dire que cela n'a pas sa place, ça me heurte peut-être effectivement et ça ramène à un traumatisme que des membres de ma famille ont connu. Mais moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse raconter toute l'histoire. Donc quand je vois tous ces éléments, tous ces monuments, tous ces vestiges coloniaux, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse l'expliquer correctement et qu'on puisse l'expliquer pas seulement du point de vue du colonisateur, mais aussi du point de vue décolonisé, afin qu'on puisse vraiment avoir toute l'histoire et pas avoir une sorte de marginalisation mémorielle. En fait, moi, c'est ça que je ressens quand je vois tous ces monuments, c'est qu'il existe une marginalisation mémorielle à laquelle il faut lutter. Mais si on présente ces excuses pour la colonisation du Congo, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas devoir aller au-delà? La statue de Godefroy de Bouillon, par exemple, les croisades, on a vu que c'était un argument qui était souvent utilisé pour recruter les jeunes dans les quartiers, ce sont des pardèches. C'est un faux argument. Il y a deux faux arguments qu'il faut déconstruire. D'abord, le premier faux argument, c'est de dire que nous regardons le passé avec les yeux du présent. C'est faux. C'est comme si on disait que tout le monde à l'époque était raciste ou que tout le monde était pour le projet colonial. Il y a eu, chez les Belges blancs, il y a eu aussi des gens qui ont résisté dans tous les courants socialistes, même chez les libéraux, monsieur Michel. Chez les libéraux. Oui, monsieur Paul Otlet, par exemple, le fondateur du Mondanéum. Il n'y a pas que lui. C'est un exemple que je donne. Donc, j'aimerais déconstruire cela. Et sur Godefroy de Bouillon, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a des monuments dans l'espace public et aussi dans l'enseignement. Il y a des choses qui font qu'il y a des impacts en termes de discrimination, de stéréotypes. Est-ce que Godefroy de Bouillon, aujourd'hui, a un impact sociétal en termes de discrimination, en termes d'idéologie discriminatoire? Moi, je pose la question. Oui. Moi, je ne crois pas. Très souvent, j'entends l'argument, oui. Dans le débat, par exemple, bien sûr que oui, dans le débat avec les musulmans, c'est un élément qui revient souvent. Donc, moi, je suis, attention, qu'on soit bien, qu'on écoute bien ce que je dis. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on pose la question après que la commission se soit prononcée et exprimé des recommandations. J'espère que ce sera le plus consensuel possible, en dehors d'un climat je vais dire, d'activisme exacerbé, en dehors de polémiques ou d'esprit polémique, en dehors d'accusations à tout vent. J'aimerais bien c'est pour ça que c'est important d'établir et de consacrer l'établissement des faits. Parce que c'est pas contestable. Et donc vous aurez un consensus, à mon avis, entre démocrates et entre gens de bonne composition, vous aurez un consensus sur ces faits-là. Sur base de ce consensus, vous aurez beaucoup plus facile d'élaborer toute une série, non seulement de recommandations, mais de véritables propositions d'action pour déconstruire en fait ce qui reste de sordide dans l'imaginaire collectif. Je crois que ça, c'est fondamental. Maintenant, la question des statuts, etc., moi je crois effectivement, comme Madame l'a dit, on peut très bien imaginer, on l'avait proposé d'avoir une explication là où se trouve le monument, avec toutes les nuances que ça comporte. Je suis assez ouvert à l'idée, je crois que c'est Madame Nagy d'ailleurs qui a proposé ça à la ville de Bruxelles, je suis assez ouvert à ce qu'il y ait un mémorial pour les victimes de la colonisation, qu'il y en ait un ou plusieurs, ça ne me pose aucun problème. Vous avez évoqué la question des artistes, de la restitution des œuvres d'art. Monsieur Miller a fait passer une résolution au Parlement pour ouvrir ce débat-là. Ça me paraît absolument fondamental. Il y a par exemple à Dakar un musée africain qui est assez remarquable et qui collecte tout ça et qui travaille beaucoup avec ça. J'espère qu'on avancera sur ce dossier. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a un élément pour dire que, entre guillemets, le pillage de l'Afrique n'est pas terminé. Moi, je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris et choqué de voir, par exemple, que l'école de stylisme africain, qui est une école extrêmement performante, assez remarquable, eh bien, aujourd'hui, ce que ces créateurs font, c'est régulièrement pillé par des grands stylistes européens et internationaux. Donc, je veux dire qu'ils ont raison quand ils disent qu'il faut déconstruire. Donc il y a une continuité, quelque part. Oui, bien entendu. Mais je suis d'accord avec ça, moi. Et donc je n'ai aucun a priori, moi. Je ne suis pas... Ce que je souhaite... Mais donc je reviens avec la question... M'attendez, parce que... Oui, d'accord, vous allez m'interrompre souvent, et moi je vous interromps aussi. Par exemple, quand on s'est excusé pour le crime d'État vis-à-vis de Patrice Lumumba,
on avait une coalition qui était très ouverte et très accueillante à cette idée de relire son histoire, que ce soit le Parti socialiste francophone surtout, que ce soit les écologistes et les libéraux, nous étions vraiment déterminés à aller très loin. Quand on a demandé pardon par la voix de M. Verhofstadt au Rwanda, vous savez ce que Kagame nous a dit? C'est un élément auquel on ne pensait même pas. Mais c'est quand même intéressant. Il nous a dit, cette demande de pardon, vous ne mesurez pas à quel point elle est un paramètre important de notre propre réconciliation. Parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement la question ethnique au Tutsi, au tout, mais qu'il y avait aussi l'ingérence extérieure qui était à la base de nos propres malheurs. Je voudrais entendre Christophe Lacroix sur l'origine du racisme. Est-ce qu'on peut dire, alors je répète, vous êtes député fédéral, c'est à ce titre-là, mais vous êtes aussi historien, est-ce qu'on peut dire que le racisme, qui est encore une réalité dans la vie de beaucoup de personnes en Belgique, puise ses racines dans l'image qu'on a donnée du noir colonisé à l'époque coloniale. Est-ce que c'est de là que ça vient, ou bien ça c'est autre chose, et le racisme, le racisme vient plutôt d'un contexte social, sociétal. Quelle est l'origine pour vous? Il y a plusieurs facteurs, évidemment, quant au racisme. Il y a, si on se replonge dans le passé, une société impérialiste, une élite catholique et blanche, et cette idée est culturellement dominatrice, qui impose sa vision du monde à l'ensemble de la terre ou des territoires connus. Et puis, il y a cette volonté de dire que le blanc est supérieur à toutes les autres couleurs qui composent la terre et la nation, et tout le cheminement de l'éducation et l'évangélisation catholique d'ailleurs, notamment au Congo, est construite sur un modèle très paternaliste. Donc il y a le paternalisme. Mais dire que le racisme est uniquement dû à la colonisation et à l'esclavage, c'est trop réducteur. Je pense que le racisme est aussi dû à un climat socio-économique où aujourd'hui de nombreux citoyens sont dans un climat de peur, d'anxiété. Il y a des populistes, il y a des xénophobes, il y a des racistes totalement décomplexés, soit sur les réseaux sociaux, soit en tant que dirigeants politiques. Quand vous entendez des gens comme Donald Trump ou d'autres dirigeants, en ce compris, je regrette de le dire, mais Bart de Wever qui déclare ce matin ou hier, je ne sais plus, qu'il n'y a pas de problème de racisme en Belgique, il se trompe lourdement et il banalise le racisme. Et donc c'est à partir du moment où les gens sont rassurés sur leur sort, ils peuvent alors penser à s'émanciper. S'émanciper, c'est quoi? C'est regarder l'autre comme un frère ou comme une sœur et voir ce que l'on peut construire avec lui. Et donc je pense que si on veut lutter contre le racisme, il faut aussi améliorer la condition socio-économique des personnes les plus précarisées, et il faut, et je terminerai là-dessus, et ce sera un des aspects fondamentaux de la commission Réconciliation et Vérité, c'est travailler avec les entités fédérées sur les programmes scolaires et comment on peut améliorer encore l'apprentissage de l'histoire coloniale et de tout ce qui fait que nous avons à apprendre de l'autre et à nous enrichir de l'autre. Je voudrais entendre Mme Kazeliec, parce que vous avez un retard de temps de parole dans le débat. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent le racisme, que vous vivez sans doute au jour le jour, même comme parlementaire, est-ce qu'ils trouvent, quand vous en discutez avec les gens, une origine dans la colonisation, ou bien c'est plus une cause sociale? Oui, il est lié à un héritage colonial qui est ancré. Et donc là, vous parlez de contexte social. Donc, il y a encore le rapport Dounia qui est sorti la semaine dernière. Hein. Donc il y a les personnes d'origine africaine qui sont diplômées au niveau universitaire, qui n'arrivent pas à trouver un boulot parce qu'en face, il y a quelqu'un qui va penser que parce qu'il est noir ou parce qu'il est d'origine arabe ou autre, il n'est pas assez compétent. Donc il y a aussi un problème de déconstruction et de mentalité qui est maintenant dans les têtes et qui est lié à l'héritage colonial. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est lié. Il y a une partie des racines du racisme qui se trouve dans l'histoire coloniale et esclavagiste, mais pas que. Parce que dans l'Empire romain, par exemple, le racisme en tant que tel n'existait pas, mais il y avait des injustices qui étaient liées au statut des gens. Et donc, je pense qu'il faut préciser cela. Maintenant, je dois aussi dire que ce que vous dites sur le climat socio-économique est important, mais il faut aussi déconstruire la propagande coloniale. UNIA le dit, ils ont fait une enquête et ils ont dit très clairement que dans la population d'origine belge, il y a des stéréotypes qui sont liés à l'histoire coloniale et que notre pays doit faire ce travail-là concrètement. Sur l'enseignement, je suis tout à fait d'accord, il y a un travail profond qui est en train d'être fait, c'est un sujet que je suis de près et la ministre a donné toutes les garanties pour qu'on puisse avancer sur le dossier. Je pense qu'il est fondamental que dès la maternelle, moi je le dis dès la maternelle parce que nous avons des cas concrets
dès la maternelle, où l'influence de certains grands-parents sur des enfants ne puisse pas commencer à influencer. Il y a eu ce reportage terrible de la RTBF où on voyait une jeune noire qui était complètement traumatisée parce qu'on avait invité un colon en classe pour parler de la colonisation. Louis Michel vous y apporté une nuance. Et Louis Michel a aussi été enseignant, on le rappelle. Tout d'abord, l'esclavagisme a certainement été un ferment très actif du racisme, ça je le crois. Que le colonialisme ait participé à ça et sans doute est aussi généré du racisme, personne ne conteste ça. Ce que je crois, c'est ce que le collègue disait. Je pense que la peur de l'autre, le rattachement à une identité qui est dans le fond un argument absolument spécieux. Hein. Bon, tous ces éléments-là nourrissent le racisme. Je voudrais aussi d'ailleurs, et certainement pas pour vous embarrasser, et je pense que ce travail, vérité-réconciliation, pourrait aussi, à mon avis, rejaillir utilement sur l'instrumentalisation ethnique qui aujourd'hui existe encore très fort en Afrique, parce que dans le fond, quand on instrumentalise l'ethnicité, ça me paraît aussi un sentiment proche du racisme. Vous savez, les Hutus, les Tutsis, les différentes tribus, les différentes origines, même géographiques, à l'intérieur de la RDC, tout ça sont des réalités. Et c'est la raison pour laquelle le travail, si on a le courage de faire ce travail, d'aller au bout de cette logique, ça peut rejaillir aussi positivement pour quelque part un peu plus écorner, si vous voulez, cette espèce d'imaginaire assez sordide qui est l'ethnicité. Vous savez, moi je rencontre quand même l'instrumentalisation ethnique encore dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Je reconnais à M. Michel l'honnêteté d'avoir dit sur la première quand même que c'est-à-dire régler le problème à la racine, ce problème ethnique, il faut remonter à la source. Et la source, on a figé sur les cartes d'identité Hutu et Tutsi, c'est ici à l'université de Louvain, vous l'avez dit, sur la première, et donc je pense que ce sont des éléments qui doivent nourrir la commission également. M. Lacroix dit quelque chose de très juste, hein, c'est qu'il faut bien dire que, d'ailleurs, au moment des excuses pour le meurtre de Lumumba, au moment du pardon au Rwanda, des voix essentiellement, je vais dire, de culture catholique se sont élevés pour s'y opposer et ils étaient pas très heureux de ça parce que je ne vais pas faire leur procès non plus, mais il est clair que cette espèce de chape de plomb qui a pesé sur ces discussions-là venait aussi de là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu demander pardon au Rwanda ou nous excuser ou présenter nos excuses pour le crime contre de Lumumba, de Patrice Lumumba, si ça avait été dans une autre coalition que dans celle qu'on était. Je vous suis parce qu'il nous reste une minute dans le débat. On fera l'économie aujourd'hui de l'argument recevable parce que visiblement la notion d'excuse au nom de la Belgique ne heurte d'aucun côté de la table. On a donc avancé. Moi, j'ai une question. Qui doit présenter les excuses ? Le gouvernement ou le roi? On rappelle que l'initiative de la colonisation était royale. Alors, brièvement, Madame Kazadi, qui doit s'excuser au final, le roi ou le gouvernement? De toute façon, le gouvernement aussi, des excuses doivent avoir lieu, les excuses doivent venir du gouvernement. Et pour la symbolique, le roi pourrait porter également des excuses par rapport à Léopold II. Calvin Soares, en quelques secondes, le roi ou le gouvernement? Les deux. Pour les métis, le Premier ministre l'a fait. Il y a eu un travail parlementaire. Moi, je pense qu'en tant que chef de l'État, symboliquement, c'est très important que le roi présente ses excuses, mais aussi le gouvernement. Les deux. Christophe Lacroix, le roi, le Parlement, le gouvernement, les deux. La Commission nous permettra de trancher, mais en tout cas, il est évident que le gouvernement, s'il doit présenter des excuses, c'est au gouvernement qu'il appartient constitutionnellement de présenter des excuses. Et on verra si symboliquement le roi doit jouer un rôle dans la présentation des excuses. Michel, on doit mouiller le roi ou c'est risqué? Je pense qu'après un débat, s'il s'avère que des excuses peuvent être positifs en termes de réconciliation, en termes de relecture de l'histoire, je pense qu'en tout cas le gouvernement devrait le faire. Maintenant, pour ce qui concerne le roi, de toute façon, quoi que le roi fasse ou décide, il devrait être couvert par le gouvernement. Merci à tous les quatre d'être venus pour cette dernière émission. On se reverra la saison prochaine avec de nouveaux débats, de nouveaux thèmes, on aura plein d'idées, ne nous manquez pas. Et si le roi nous regarde, c'est possible, eh bien il sait ce qu'il attend. À très bientôt sur BX1.